des Clarks. Ensuite, j'ai eu Mesdames, messieurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une chanson, ce n'est pas un concert, ce n'est pas non plus un hommage. C'est un cri, brut, viscéral, douloureux. Celui d'un homme qui, à 73 ans, regarde en arrière et dresse une liste. Une liste de noms, de visages, de blessures. Renaud, l'éternel rebelle à la voix cassée, celui qui chantait pour les oubliés, les marginaux, les paumés, aujourd'hui, il révèle ceux qu'il ne pourra jamais pardonner. Derrière les refrains engagés et les ballades mélancoliques, il y a des trahisons que le temps n'a pas effacées. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que les insultes. Et il y a cette colère rentrée, ce désespoir froid que même l'alcool n'a pas su noyer. Car oui, chers téléspectateurs, même les poètes ont leurs ennemis. Et parfois, ces ennemis ne se cachent pas dans l'ombre. Ils applaudissent en façade, tout en poignardant dans le dos. Il est né le 11 mai 1952 à Paris, dans une famille intellectuelle de gauche. Renaud Pierre-Manuel Séchant, dit simplement Renaud, n'a pourtant rien d'un fils à papa formaté pour les salons. Très tôt, il développe une méfiance instinctive envers les institutions, les règles, les discours bien-pensants. Il grandit dans le 14e arrondissement, entre les livres de son père, professeur d'allemand, et les réalités rugueuses des quartiers populaires. Dans les années 70, c'est le choc. Ce jeune homme aux allures de Gavroche, silhouette maigre et foulard rouge autour du cou, impose une voix nouvelle, la sienne. Avec son premier album, Amoureux de Paname, il dépeint un Paris sans filtre, peuplé de clodos, de CRS, de rêveurs et de colère. Son verbe est tranchant, son accent est de la rue, ses chansons sont des pamphlets. En quelques années, il devient l'icône d'une génération qui rejette le conformisme. Renaud chante l'amour, la tendresse, mais aussi la politique, la révolte, l'absurde. Des titres comme Hexagone, Marche à l'ombre ou Laisse béton deviennent cultes. Il est ce que la chanson française n'avait jamais vraiment connu. Un chanteur engagé, drôle, irrévérentiel. Capable de rassembler les lycéens en colère, les ouvriers en grève, les mères éplorées. Il n'a pas peur des mots, ni des coups. Il est tout sauf tiède. Le succès est fulgurant. Dans les années 80, il enchaîne les disques d'or, les concerts à guichets fermés, les tournées triomphales. L'album Mistral gagnant, en 1985, dédié à sa fille Lolita, le consacre comme un artiste à part, capable de mêler poésie et désespoir avec une tendresse infinie. La chanson éponyme reste à ce jour l'une des plus aimées de la chanson française. Mais derrière les paillettes, le doute s'installe. Renaud se méfie des honneurs, il refuse la Légion d'honneur, raille les cérémonies et snobe les journalistes. Il se décrit comme un anard au cœur tendre, un homme à vif dans un monde trop dur. Il est adulé, mais mal à l'aise avec l'image qu'on veut lui coller. Il fuit les studios, il s'épuise en tournée, il boit. Beaucoup. Trop. Et pourtant, malgré les excès, le public continue de l'aimer, parce qu'il est vrai, parce qu'il ne triche pas, parce qu'il ose dire ce que d'autres taisent. Quand il disparaît pendant plusieurs années, on s'inquiète. Quand il revient avec Boucan d'enfer en 2002, on acclame. La chanson Manhattan-Kaboul, en duo avec Axel Red, devient un hymne contre la guerre, contre la haine, contre l'oubli. Renaud est alors un survivant, un homme brisé mais debout, un artiste qui a traversé les tempêtes, les chagrins d'amour, les trahisons, les séjours en cure de désintoxication. Il a vu partir des amis, des frères d'armes. Il a vu son corps lâcher, sa voix se fendre. Mais il continue parce qu'il croit encore à la chanson comme exutoire, et peut-être aussi comme thérapie. Au fil du temps, sa popularité se transforme en affection mélancolique. On ne l'écoute plus seulement pour ses textes, mais pour ce qu'il représente. Une époque où la musique savait dire non, une époque où l'on pouvait gueuler contre les puissants sans passer pour un fou. Renaud est resté ce garçon en colère, même si la rage a laissé place à une forme d'épuisement tendre. Mais à 73 ans, il ne veut plus faire semblant.
Dans ses interviews récentes, il lâche des noms. Il parle de ceux qui l'ont blessé, humilié, abandonné, de ceux qu'il ne pourra jamais pardonner. Et soudain, c'est une autre facette de lui qui émerge, celle de l'homme blessé, du père inquiet, de l'ami trahi. Le drame commence là où l'admiration s'effondre. Car Renaud, malgré son apparente désinvolture, a toujours eu besoin d'amour. Il ne chantait pas seulement pour s'indigner, il chantait pour être entendu, reconnu, aimé. Et ce besoin d'amour, lorsqu'il n'est pas comblé, se transforme en blessure. La première entaille dans son armure vient d'un lieu inattendu, la presse. Dans les années 90, alors que ses albums rencontrent un succès plus inégal, certains journalistes commencent à le railler. Les mots sont durs, parfois cruels. Libération le dépeint comme un clown triste, évoque son alcoolisme, ironise sur ses textes. Le choc est brutal. Renaud n'est pas seulement critiqué, il est humilié. Lui qui avait donné tant de sa personne à la scène culturelle française se voit méprisé par ceux qu'il croyait intellectuellement proches. Dans ses chansons, il répond. Dans Où c'est que j'ai mis mon flingue, il crache sa colère sur les journaleux qui l'ont abandonné. Cette chanson n'est pas qu'un morceau de révolte, c'est une déclaration de guerre contre une élite qui l'a renié. Mais il n'en reste pas là. Ce qu'il ne supporte pas, c'est l'hypocrisie du milieu culturel parisien, les bobos, comme il les surnomme, ceux du Nouvel Obs, des plateaux télé et des cercles d'opinion qui l'ont applaudi dans les années 80, le regardent désormais avec condescendance. Il se moque de son accent populaire, de sa gueule marquée par les excès, de ses engagements de jeunesse. Il comprend alors qu'il ne fait plus partie du cercle, qu'il est devenu un has-been, un fardeau, un souvenir encombrant. Et cette exclusion, il ne la pardonnera jamais. Il l'intériorise, la transforme en silence, en rancune muette. Ce rejet culturel, doublé d'un mépris social, devient l'un des piliers de son isolement. La deuxième blessure se joue à l'étranger. En 1985, Renaud est invité à chanter à Moscou, au cœur de l'Union soviétique. Il choisit d'interpréter Déserteur, une chanson pacifiste et antimilitariste. Mais dans le public, composé en grande partie de jeunes communistes soviétiques, les réactions sont glaciales. Pire, il quitte la salle en plein concert. Renaud, bouleversé, vit cela comme une trahison. Il avait cru en l'universalité de son message. Il découvre un rejet violent. Ce moment le hante. Il n'en parlera que bien plus tard, mais il dira que ce jour-là, quelque chose s'est brisé en lui. C'était plus qu'une incompréhension culturelle, c'était l'impression d'être rejeté pour ce qu'il était fondamentalement, un homme qui croyait encore à la paix. Puis vient la politique. En 1986, il écrit Miss Maggie, une chanson qui ridiculise les hommes politiques, mais qui s'acharne tout particulièrement sur une figure, Margaret Thatcher. Il la décrit comme la seule femme qu'il méprise autant que les hommes, lui attribuant une brutalité inhumaine. Derrière la satire se cache une haine véritable. Renaud ne s'en cache pas. Il déteste la politique de fer de la dame de fer, son cynisme, son mépris des classes populaires. Mais plus profondément encore, il en veut à ce qu'elle incarne, une société froide, sans compassion, où les plus faibles sont piétinés. Cette chanson, très controversée, le fera bannir de certaines radios britanniques. Peu importe, pour Renaud, l'essentiel est d'avoir dit sa vérité. La quatrième déception est plus intime, plus insidieuse. Elle vient de certains artistes français, ceux qu'il croyait ses pairs, ses frères de scène. Lorsque ces démons deviennent visibles, alcool, voix défaillante, apparence fatiguée, certains n'hésitent pas à se moquer. Des commentaires acerbes fusent sur les réseaux sociaux, des moqueries voilées sur les plateaux. Benjamin Biolay, entre autres, aurait ironisé sur lui dans une interview. Renaud, déjà fragilisé, ressent cela comme une trahison. Lui qui n'a jamais refusé d'aider un jeune artiste, qui s'est toujours battu pour la liberté d'expression, voit sa générosité bafouée. Et enfin, il y a la blessure la plus douloureuse, celle de l'indifférence. Avec les années, Renaud se rend compte que beaucoup ont détourné le regard. Pendant ses hospitalisations, peu de soutien public. Pendant ses cures, peu de mots de réconfort. Même dans sa famille artistique, le silence est pesant. Le monde de la musique, qu'il a tant applaudi, semble avoir tiré un trait. Et c'est ce silence-là, plus que les critiques, qui fait le plus mal. Ce silence d'abandon, de désertion. Renaud, le poète du peuple, s'est senti abandonné,
par tous. Les années passent, mais les blessures demeurent. Renaud ne les exprime plus par des coups de gueule ou des chansons incisives. Il les garde, les rumine, les laisse fermenter dans le silence. Et pourtant, à travers ce silence, la tension ne fait que croître. Elle se lit dans ses apparitions rares, dans son regard vide, dans sa voix éraillée qui lutte pour exister encore. Le combat n'est plus contre les autres, mais contre lui-même et contre ce monde qui l'a trahi. Les attaques dans la presse, loin de s'atténuer, deviennent plus vicieuses à mesure que sa santé décline. En 2009, alors qu'il est hospitalisé pour une énième cure de désintoxication, plusieurs journaux publient des articles sarcastiques, moqueurs. Certains vont jusqu'à évoquer le déclin d'un mythe, comme si la souffrance de l'homme n'était qu'un spectacle de plus. Renaud ne répond pas, il se mure dans le silence, mais ses proches confient qu'il lit tout, chaque mot, chaque ligne, chaque jugement. Lors de la sortie de son album Toujours debout en 2016, la tension atteint un nouveau sommet. L'attente du public est immense. Les fans espèrent un vautour triomphal. L'album est bien accueilli, mais certaines critiques, encore une fois, s'acharnent sur sa voix brisée, sa diction laborieuse. Un zombie qui chante, écrit un chroniqueur. Ces mots, Renaud les lit, encore, et cette fois, la colère cède la place à une immense lassitude. Comme s'il ne s'agissait plus de se battre, mais de survivre à l'humiliation. Les conflits internes éclatent aussi dans la sphère privée. Avec certains anciens collaborateurs, des tensions apparaissent. Il coupe les ponts, refuse les projets collectifs. Il dit qu'il ne fait plus confiance à personne. Cette paranoïa naissante est nourrie par des trahisons passées, des contrats non respectés, des promesses oubliées. Il se sent utilisé, vidé, abandonné. Les studios lui semblent hostiles, les scènes des pièges. Il doute de tout, de tous. Dans une rare interview accordée à un média belge en 2018, il lâche une phrase glaçante. « J'ai attendu des excuses pendant toutes ces années. Elles ne sont jamais venues. » À travers cette déclaration, c'est tout le poids des rancunes accumulées qui surgit. Ce n'est pas seulement un homme blessé qui parle, c'est une conscience qui réclame justice. Il ne cite aucun nom, mais les visages, les épisodes, les trahisons sont là, en filigrane. Une autre déclaration marque les esprits. « Mon fils a grandi sans son père à ses côtés, pas parce que je l'ai voulu, mais parce que j'étais ailleurs, parce qu'on m'a laissé tomber. » Ce moment de lucidité crue, cette confession douloureuse, révèle l'ampleur des regrets. Ce n'est pas seulement l'artiste qui a souffert, c'est aussi le père, l'homme, l'ami. Les erreurs, il les reconnaît, mais il accuse aussi ceux qui, au lieu de l'aider à se relever, ont préféré le piétiner. Dans une émission télévisée, un ancien camarade de scène évoque Renaud avec un rictus moqueur. C'est triste ce qu'il est devenu. Ces mots, anodins en apparence, résonnent comme une gifle. Car Renaud n'a jamais demandé la compassion. Il a demandé qu'on le comprenne, qu'on l'écoute, qu'on respecte ses failles. À la place, il récolte la moquerie et l'oubli. Il devient l'ombre de lui-même, non pas par fatalité, mais parce qu'on lui a tourné le dos. Et alors que les projecteurs se font plus rares, que les appels se font silence, la tension atteint son apogée. Ce n'est pas une explosion, pas de scandale, pas de cri. C'est un effondrement intérieur, une lente disparition. Renaud ne cherche plus à convaincre, il ne se bat plus pour revenir. Il constate, lucide, que l'amour du public ne suffit pas à réparer ce que la trahison a brisé. Et puis, contre toute attente, un frémissement, un geste, une main tendue. Non pas des ennemis d'hier, ni des journalistes, ni des confrères cyniques, mais de ceux qui, silencieusement, avaient attendu son retour. Les fans. Le public de toujours, celui des rues, des petits boulots, des ouvriers, des mères fatiguées, celui qui n'a jamais oublié Mistral gagnant, qui fredonne encore Manu et qui pleure sur la médaille. Lors d'un concert intimiste dans le sud de la France en 2022,
Sa voix est fragile, tremblante, mais l'émotion est intacte. Il peine à chanter, les mots lui échappent parfois, mais les spectateurs chantent pour lui. À l'unisson. Une marée de voix qui le porte. Et lui, les larmes aux yeux, murmure « Merci, vous êtes ma famille ». Ce soir-là, sans caméra, sans micro indiscret, Renaud vit peut-être l'un des rares instants de paix depuis des décennies. Le pardon ne viendra pas des coupables, mais peut-être que la douceur vient parfois d'ailleurs, de ceux qui n'ont jamais trahi, de ceux qui comprennent sans juger. Son entourage le dit, depuis ce concert, quelque chose s'est apaisé. Il ne parle plus des traîtres, il ne nomme plus les déceptions, il se replie sur les souvenirs heureux, sur la tendresse retrouvée avec sa fille, sur quelques vers partagés sans excès, sur des silences moins lourds. Il écrit à nouveau, doucement, pas pour dénoncer, pas pour régler des comptes, pour se raconter, pour laisser une trace. Un texte qu'il aurait confié à un ami parle de sa solitude, mais aussi de son émerveillement devant les petits gestes. Une lettre d'un enfant, un vieux fan qui lui envoie une photo, un mot griffonné dans la rue. « Tiens bon, Renaud ». Ce n'est pas une réconciliation avec ceux qui l'ont blessé. Ils n'ont pas demandé pardon, et lui n'a pas oublié. Mais c'est une acceptation. Il a cessé d'attendre des excuses. Il a compris que certains silences dureraient toujours, et que d'autres, plus discrets, portaient en eux la tendresse et la loyauté. Et quand il lève son verre, plus souvent un thé qu'un whisky désormais, c'est à ceux-là qu'il pense, à ceux qui sont restés, à ceux qui lui ont tenu la main même dans la nuit. Chers téléspectateurs, que reste-t-il d'un homme quand les projecteurs s'éteignent, quand les voix qui l'ont acclamé se taisent, quand les blessures s'incrustent plus profond que les souvenirs? Renaud, à 73 ans, ne cherche plus à plaire. Il ne crie plus sa colère. Il ne chante presque plus. Mais il regarde le monde, avec des yeux usés et un cœur encore battant. Il y a ceux qu'il ne pourra jamais pardonner. Non pas par vengeance, mais parce que certaines douleurs ne s'effacent pas. Parce qu'il y a des silences plus violents que les insultes. Parce que l'indifférence, parfois, est le plus cruel des adieux. Mais au fond, le pardon est-il toujours nécessaire? Est-il possible quand l'autre ne reconnaît pas ses fautes? Peut-on avancer sans clore le chapitre, sans effacer les noms, sans refermer la plaie? Renaud, dans sa solitude choisie, nous laisse cette question suspendue. Il ne nous donne pas de réponse. Il nous offre seulement un exemple, celui d'un homme qui a aimé, crié, chuté, pleuré, et qui malgré tout continue de marcher, tant bien que mal. Mesdames, messieurs, à chacun de nous de choisir ce que nous voulons retenir de cette histoire.